Bonjour et bienvenue dans le débat de 12-15. Nous poursuivons les échanges avec les acteurs civils, politiques et observateurs sur les attentes vis-à-vis de la proposition de l'avant-projet de loi électorale en cours de rédaction par le comité désigné à cet effet, dont la coordination est assurée par nul autre que la ministre de la Réforme des institutions, Mme Muriel Minkwe. Ces acteurs publics ont des propositions précises sur ce qu'ils attendent de ce texte. Les attentes du nouveau code électoral est notre thème du jour et pour en débattre, je reçois Madame Marie-Claire Ndonga-Bogué. Elle est membre de la société civile. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans les studios de Gabon 24. Merci. Et à ses côtés, quelqu'un qu'on ne présente plus, Monsieur Félicien Evung, qui est analyste politique. Monsieur Félicien Evung, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Madame de Gabon 24. Madame Marie-Claire, je me tourne tout de suite vers vous. Vous avez pris part à des travaux avec un groupe de membres de la société civile. Vous défendez l'inscription dans la loi électorale des dispositions contraignantes qui consacrent la parité homme-femme. Comment cela devrait-il se traduire? Merci beaucoup de me donner l'opportunité de pouvoir échanger avec vous sur cette parité. Oui, effectivement, j'ai pris part à l'atelier de renforcement de capacité qui a été organisé par DNI et l'Union européenne au profit des acteurs de la société civile. Les recommandations de cet atelier-là, j'en fais mienne puisque j'y étais. Maintenant, pour la parité par rapport au code électoral, juste rappeler que l'égal accès est consacré dans la Constitution. À partir de ce moment, si on doit prendre un texte, en l'occurrence le code électoral, je pense qu'il faut se conformer aux dispositions constitutionnelles qui consacrent l'égalité. L'égal accès. À ce moment-là, on va se retrouver avec la parité, 50% d'hommes, 50% de femmes. Comment le voyez-vous, Madame Marie-Claire? Prenons par exemple le cas des élections locales, qui sont des élections de liste. Vous dites, sur une liste, s'il y a 5 hommes, il devrait y avoir 5 femmes. Effectivement, sur une liste, les élections locales, sur une liste, il y a 10 sièges. Il y a 5 qu'on réserve aux hommes et 5 qu'on réserve aux femmes. À l'intérieur des 5, chaque sexe va jouer sur tenir compte de sa population, au sein de laquelle nous avons les jeunes, nous avons les personnes vivant avec un handicap, d'accord, mais le sexe est le critère ou la variable de base pour se conformer à l'égal accès. Pour se conformer à l'égal accès, Monsieur Félicien Evung, la gente féminine constitue plus de la moitié de la population en général et par conséquent, plus de la moitié de l'électorat. Par contre, à l'occasion des élections politiques, on constate moins de candidatures féminines. Pensez-vous qu'il serait judicieux quand même d'inscrire tout ça dans le code électoral pour essayer de renforcer un tout petit peu la parité? Merci de me donner l'occasion de pouvoir me prononcer. Ce que je peux dire, c'est que nous avons évolué. Depuis 2012, nous avons évolué dans le sens où il est fortement recommandé à tous les partis de pouvoir mettre un quota, 30% des jeunes et 30% des femmes. Ça a été formalisé. Ça a été formalisé par une loi. Maintenant, il se trouve que dans la réalité, on n'arrive pas parfois à avoir 30% des femmes et 30% des jeunes. Pourquoi, M. Evung? Mais tout simplement parce que l'organisation des partis est faite de telle sorte qu'on ne va pas créer des militants. C'est une volonté. Lorsque Madame argue qu'il faut un égal accès, mais il y a un égal accès à l'éducation, il y a un égal accès aux soins, il y a un égal accès de manière pratique à tous les citoyens des deux sexes. Donc, on ne peut pas forcer
des gens qui ne veulent pas prendre part à un processus, du simple fait qu'ils soient des femmes, de les mettre, il faut une volonté, il faut d'abord une volonté personnelle. Alors, mais si jamais cette loi était adoptée, par exemple, qui oblige la parité... Oui, le quota, le quota. Mais disons, on prend un cas de figure. Une loi qui oblige justement la parité entre hommes et femmes sur une liste électorale. Est-ce qu'on n'y verrait pas là une volonté d'inciter davantage les femmes à s'engager également en politique? La loi est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde. À partir du moment où il y aura une loi, les partis politiques et toutes les forces vont s'accommoder à faire en sorte que la loi existe, mais la loi, parfois, elle va se retrouver à des situations où est-ce qu'il va falloir prendre des femmes qui ne comprennent rien au fonctionnement de l'État ou bien au fonctionnement... Parce que tout simplement, il faut faire en sorte que ces femmes-là puissent être dans une liste. Mais monsieur Evoum, on le voit par exemple sous d'autres cieux. Pour pouvoir, par exemple, prétendre à la candidature, à la magistrature suprême, on exige des parrainages. La personne qui n'a pas tous les parrainages préconisés par la loi ne peut être candidat. Donc à partir de cet instant, si on prend une loi qui exige la parité, mais les partis politiques vont devoir tout faire justement pour présenter les candidatures femmes, féminines, je veux dire. Je suis tout à fait d'accord que dès qu'il y a une loi, je vous ai dit qu'elle s'applique à tout le monde, elle s'applique au pouvoir public. À partir de ce moment, s'il y a une loi qui va dans ce sens-là, ce serait bien, mais il faut que la loi se crée aussi sur l'habitude, sur le vécu. Est-ce que dans nos mentalités, dans le cas actuel du Gabon, on est favorable à mettre une loi qui détermine, première exigence, la parité dans toutes les élections, autrement dit, la parité dans tout type de responsabilité au sein de l'État? C'est la question, parce que si nous disons que nous allons le faire pour les élections, mais nous allons le faire pour le reste. À l'université, est-ce qu'on trouvera suffisamment de docteurs, de professeurs à égalité? Parce que c'est le mérite, parce qu'elle ne va pas se faire aussi sur la base, parce qu'on est une femme. Non, c'est la compétition. Parce que le sujet qui nous rapporte ici, c'est quoi? On émet les nouvelles règles pour la compétition politique. Donc c'est une compétition. Et justement, ces règles-là. Donc il faut qu'on garde à l'esprit que nous recherchons la compétitivité. Nous ne recherchons pas un certain formalisme de dire que, bon, on va faire une loi juste pour encourager. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Madame Marie-Claire parlait d'être cohérent avec la Constitution, la Constitution qui consacre cette parité, et qu'il faudrait également pousser dans ce sens. Mais pour évoluer un tout petit peu dans notre débat, Madame Marie-Claire, vous avez pris part donc effectivement à ces travaux sur des propositions dans le cadre de la rédaction de la nouvelle loi électorale. D'aucuns appellent à une entité qui devrait accompagner le ministère de l'Intérieur dans l'organisation, l'administration de ces élections. Êtes-vous favorable à cette proposition? Je voudrais revenir sur les propos de M. Evoum. Je voudrais quand même rassurer M. Evoum et ceux qui vont nous suivre que la Gabonaise est éduquée. La Gabonaise est éduquée. Il y a une étude qui a été réalisée en 2014. Cette étude-là a fait toutes les grandes écoles post-bac et les universités du Gabon. Et elle a porté sur 10 ans, de 2003 à 2013. On a eu les résultats. D'accord? Qui disent que parmi les diplômés, il y a 43% qui sont de sexe féminin. On se rapproche quasiment de la moitié. Oui, quand vous prenez une école, l'ENA, l'École nationale d'administration, sur 10 ans, une période de 10 ans, 56% sont de sexe féminin. D'accord? Alors, ceux de mes frères, de mes enfants de sexe masculin, qui sont aujourd'hui, qui sont des élus, d'accord? On n'a pas regardé c'était quoi le diplôme, c'était quoi le cursus. Maintenant, si c'était le critère,
franchement, on peut aller sereinement vers la parité. Monsieur Mvunga, est-ce que vous entendez venir ce que... renforcer, je dis, la Constitution est là. Toutes les lois qui seront prises, même dans les fonctions à l'échelle nationale. Alors, monsieur Mvunga, est-ce que vous entendez ce que dit Madame Marie-Cécile Abogendong Marie-Claire. Marie-Claire, Madame Abogendong, toutes mes excuses. Est-ce que vous entendez ce qu'elle est en train de dire? En fait, on nous explique clairement que aujourd'hui, l'égal accès à l'éducation fait qu'on a des résultats quasiment presque à égalité dans les succès à l'éducation. Aujourd'hui, quand on parle de la réécriture du texte qui doit encadrer les élections, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. On le sait, il y a souvent eu des résultats qui n'ont pas toujours reflété véritablement le vote des Gabonais. Et est-ce que, quelque part, là aussi, cette non-transparence, ces irrégularités ne pourraient pas expliquer le fait que les candidatures féminines soient mises de côté par rapport à une mauvaise organisation des élections? Non, je voudrais répondre rapidement. Il ne s'agit pas, dans mon propos antérieur, de dire qu'il ne faut pas encourager les femmes. Moi, je suis même le premier. Je dis, dans tous les partis politiques, il faut voir, en fonction des statuts des différents partis, il faut voir comment avoir une place, faire que la femme en général, surtout la militante d'un parti politique X ou d'une association, puisse accéder à des postes de responsabilité. Mais le dire, je ne dis pas que moi je ne suis pas favorable à une parité de fait, sauf si la loi l'impose. Mais à partir du moment où la loi ne l'impose pas, il est tout à fait démocratique parce que on a convenu que les hommes et les femmes ont un égal accès à pratiquement tout ce qui touche la vie sociale et politique et économique du pays. Donc, cet égal accès est garanti par la Constitution parce qu'il n'y a pas des femmes qui soient des demi-citoyens ou des quarts de citoyens. Nous sommes citoyens pleinement à 100%, hommes comme femmes. À partir de ce moment, nous bénéficions des mêmes droits et nous sommes susceptibles des mêmes revendications. Nous sommes susceptibles des mêmes revendications, vous l'avez dit, sauf si la loi l'impose. En tous les cas, on a bien compris que c'est ce que défend aujourd'hui la société civile, plus de parité dans l'organisation de ces élections. Ici, maintenant, ce qu'il faut regarder, est-ce que la loi électorale précédente favorisait la parité? La réponse est non. Pourquoi? Il y avait la parité au niveau des partis politiques, parce qu'elle était représentée, la majorité 50%, l'opposition 50%. Or, je vous ai dit qu'on est dans une forme de refonte. C'est-à-dire que la transition nous permet, c'est ça le rôle de la transition, c'est de permettre de recomposer l'échiquier politique. La première recomposition qu'on peut noter dans le dernier process, parce que c'est ça le premier fait d'armes de la transition, l'organisation du référendum. L'organisation d'abord, la modification de 37 dispositions du code électoral ancien. Et on a vu quoi? Qu'avons-nous observé? Parce qu'il faut dire aux Gabonais ce que nous avons observé. On a observé qu'on a mis les magistrats dans les commissions départementales, communales et d'arrondissement. Et le CTRI a mis, comme les vice-présidents, les délégués spéciaux, ce qu'on appelait anciens maires. Donc le CTRI a mis le prolongement du ministère de l'Intérieur, puisque moi j'étais au dialogue. Au dialogue, on a dit désormais, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise l'ensemble des élections du pays, tout type d'élections confondues. Or, il faut que maintenant qu'une loi soit prise. Or, le ministère de l'Intérieur a fait quoi? A modifié 37 dispositions pour permettre à ce qu'ils ont ouvert deux volets. Ils ont dit, nous avons besoin des magistrats, et parce que ça obéit à une logique. La logique, c'est que les magistrats, en 20 ans, se sont donné une certaine expérience dans l'organisation des élections. Bon, peut-être pas l'organisation, parce que l'organisation, c'est le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des élections. Non, mais à travers, réellement, de manière pratique, la gestion des scrutins. Donc, à partir de ce moment, ils se sont dit, on ouvre.
Et on a vu, observé dans l'ensemble du pays, il y avait les magistrats et il y avait les hauts fonctionnaires. Donc, à partir du moment où c'est la loi prise par le gouvernement de la transition qui a été votée par le Parlement de la transition. Bien sûr. Donc, à partir de ce moment, ces gens ont organisé le scrutin référendaire. Donc, si au sortir de là, maintenant, le même gouvernement de la transition, à travers le président de la transition, a mis un comité pour rédiger le code électoral. Est-ce que ce code électoral va respecter ou renforcer le process qui a été limité rien qu'aux magistrats et aux fonctionnaires? Parce que qu'avons-nous hérité avant qu'il y ait la CENAP, la CGE, tout ça, pour essayer d'édifier les gens? En 90, il y a eu l'organisation des élections. Mais le ministère de l'Intérieur avait une forme de centralisation dans tout le pays. C'était composé de qui? C'était composé des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets et des agents assermentés du ministère de l'Intérieur. Oui. Et ils ont pris aussi ce qu'ils ont appelé à l'époque, en 90, des commissaires. Ça veut dire que vous êtes étudiant, vous êtes cadre d'une entreprise, on vous prend pour aller surveiller parce qu'on se dit que le travail que le préfet ou le sous-préfet fait dans une zone donnée n'est pas suffisamment, ne reflète pas la réalité que les commissaires sont allés voir sur le terrain parce qu'il y a des manquements. Parce que parfois le sous-préfet a toute une longue étendue pour regarder ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc on est quitté de cette centralisation. Après on a introduit des faits nouveaux. Les faits nouveaux que nous avons introduits, on a introduit la Commission nationale électorale, qui était la première commission. Pourquoi on a introduit la Commission nationale électorale? Parce qu'il y a eu une contestation de l'organisation par le ministère de l'Intérieur. Non, il y a eu une contestation, mais le problème c'est qu'il faut... Il y a eu une contestation des résultats de 1993. Mais oui, mais voilà. je dois vous dire, 93, certes, a été contesté. Oui. Il y a eu une contestation violente. On est allé aux accords de Paris. Oui. Après, on a eu le premier référendum post-démocratique, donc celle du 23 juillet 1995. Mais le problème, c'est quoi? Le peuple souverain s'est exprimé. Oui. Et on a mis les commissions départementales, communales d'arrondissement dans l'ensemble du pays. Mais 20 ans plus tard, mais on s'est rendu compte que les élections sont toujours contestées. Elles sont toujours contestées, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, Madame Marie-Claire Abogué, êtes-vous favorable, comme on l'entend depuis quelque temps, à ce que, oui, certes, le dialogue national inclusif d'Angongé a sonné le retour de l'organisation au sein du ministère de l'Intérieur, mais qu'il faudrait une entité composée des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des religieux et voire même des militaires pour accompagner cette organisation? Une entité extérieure. Une entité extérieure ou une entité qui se chargerait de surveiller, d'accompagner? De façon simple, êtes-vous favorable justement à ce retour de l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur? Ou vous pensez qu'on peut l'améliorer? Oui, je suis pour le retour de l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi je dis je suis pour? Ça a été discuté, c'est l'une des recommandations du dialogue d'Angongé, c'est acté et ça a été validé par la Constitution. Maintenant, avec qui le ministère de l'Intérieur, qui est le porte-étendard, va désormais gérer la question électorale? Si c'est à cette question-là, il faut ouvrir. On sort du référendum. Les résultats n'ont pas fait l'objet d'une contestation quelconque. On peut donc s'appuyer sur cette organisation-là et la proposer au ministère de l'Intérieur. Parce que pourquoi le magistrat? C'est lui qui doit dire le droit. Et c'est un texte qui sera interprété, le code électoral, pendant la gestion des élections. D'accord? On va continuer avec les militaires, on va continuer avec la société civile, parce que les hauts fonctionnaires, bon, moi je les assimilerai aussi à la... Oui, il faut ouvrir. On laisse l'organisation, c'est déjà décidé, c'est acté, sauf à dire maintenant qu'on va commencer aussi à remettre alors qu'on ne l'a même pas encore appliqué. Monsieur Voung, je vous vois, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Non, je voudrais dire à la suite de ce que dit Mme Abor. Non, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que attendons voir les déclinaisons du processus électoral. Parce que par processus électoral, il faut que, c'est un gros mot, mais il faut expliquer ça aux citoyens simplement. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des opérations
juridiques, politiques, communicationnelles qui permettent d'organiser une élection quelconque, de tout type. Mais ici, le problème, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on s'attarde sur les enjeux. J'étais en train de décliner comment ça se passait avant. Comment on introduit ce que Madame appelle la parité, mais qui concernait uniquement les partis politiques, parce que les partis politiques intervenaient dans la fourniture des potentiels candidats et dans la propagande. Or, les citoyens ont commencé à contester ces structures indépendantes en arguant le fait que les ministères dits techniques venaient s'ajouter comme si le pouvoir, ça veut dire qu'on dit majorité, donc 50%, comme si le pouvoir avait plus de représentants. Oui, parce qu'il y avait des représentants du PDG qui étaient au pouvoir, voilà. En plus des techniciens. Voilà, le ministère technique, tu as l'éducation nationale, vous avez le ministère de la communication qui intervient dans un type d'élection. Vous avez même, en cas de l'élection présidentielle, le ministère des Affaires étrangères qui est partie prenante dans l'ancienne formulation. Maintenant, la nouvelle formulation n'est pas encore là. Mais le gros des problèmes, parce qu'il faut qu'on s'attarde, c'est que les Gabonais, comment les Gabonais vont pouvoir se gérer. Je préfère le dire, il y a un article, l'article 48 du Code électoral. C'est un article qui va nous mener droit dans les problèmes parce que moi, par exemple, je suis du 5e arrondissement. Oui. Mais j'ai de la famille, et vraiment la famille à un niveau assez élevé. Ça veut dire que la grande sœur de mon père est à Kamsi Abitam. Or, si d'aventure elle veut être candidate là-bas, j'ai mon village familial, mais j'ai les intérêts familiaux. Parce que l'article dit tout Gabonais peut voter là où il a des liens familiaux, où il a un lien économique, là où il a des intérêts régulièrement entretenus. À partir de ce moment, c'est l'ouverture, tout azimut. Donc ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes, justement. De votre point de vue, comment on pourrait résoudre cette question? Ça pose un peu la question de ce phénomène qu'on a souvent qualifié de bœuf votant. À partir du moment où le code électoral, qui s'inspire de la loi, s'est intégré. Donc, pour enlever, il faut ramener une autre disposition qui cadre avec la réalité, mais avec le souci aussi, c'est que comment refuser d'aller voter quelqu'un qui vous a ouvert le commerce, qui se trouve être votre oncle, qui se trouve être votre tante? Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on devrait voter? On devrait voter sur les gens sur la base d'un programme? Non. Oui, monsieur, on va aussi écouter un tout petit peu Madame Marie-Claire. Vous, quel est votre point de vue justement sur ce phénomène de bleu votant, cette circulation? On est originaire d'une région et pour certaines raisons, on peut aller se faire inscrire dans une autre circonscription et cela a souvent donné lieu à des transports d'électeurs, etc. Quelles sont les propositions de la société civile? La proposition de la société civile, nous n'avons pas vraiment une proposition qui engagerait toute la société civile. Mais nous sommes effectivement, la société civile dans son ensemble se plaint justement de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les bœufs votants, dont le fondement juridique est l'article 48 de l'ancien Code électoral. Est-ce que, quand on est à ce niveau, est-ce qu'il faut faire du sentiment? Est-ce que les sentiments, on doit les prendre en compte dans la loi? Je m'explique. C'est la 5e République. Nous sommes en train de tout mettre à plat. Nous nous donnons de nouvelles bases. Je pense que, de ce point de vue, la rigueur, quelque chose qu'on maîtrise, qu'on contrôle, c'est ce qu'on doit retenir, quitte à changer par la suite si on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. Parce que cette disposition a créé le désordre. L'exemple qu'il vient de prendre, d'accord, il va aller chercher, il va prendre les gens de là pour aller voter à Bitam, mais quand sa tante ne sera plus candidate, qu'est-ce qu'on fera de ces habitants de là qui seront toujours inscrits sur la liste
électorale du siège de sa tante. Alors, et, donc, quelles pourraient être donc les propositions pour éviter ce phénomène? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, mettre dans la loi électorale que pour pouvoir voter dans une circonscription, il faut être soit originaire de cette région ou bien peut-être y résider? Je crois. Parce que les intérêts familiaux ou quand on a les intérêts économiques, ça suppose qu'on y réside. Moi, j'assimile intérêt économique avec lieu de résidence. Mais les intérêts familiaux, vraiment, ça va... Ça, c'est un peu sujet à ta question. Oui, monsieur, et vous, qu'en pensez-vous? Oui, je voudrais donner une réponse. Il est difficile, au stade actuel, pour être honnête, il est difficile de pouvoir réduire de manière très considérable cet état néfaste des choses parce que, quitte à amener notre disposition, notre loi plus rigide, mais même là, ça va poser problème. Nos frères et sœurs qui travaillent à Libreville, dont leurs villages sont dans l'intérieur du pays. Et qui passent quasiment 9 mois sur 12 à Libreville. Parfois même 11 mois sur 12. Mais lorsque les enjeux, je vous ai dit qu'on va vers des enjeux politiques importants. Oui. Chaque province va vouloir démontrer au potentiel candidat du CTRI que moi, dans ma province, j'ai mobilisé un certain nombre de gens records. Or, ils ont des maisons ici à Libreville. Pour certains, ils ont des commerces, ils ont des affaires ici. Mais par souci de compétition politique, ils vont se dire, nous allons démontrer, et ça a été vu un peu, le Nord n'a pas fait, lorsqu'on regarde les résultats du Nord, du référendum, mais on se voit bien qu'il y a eu une implication des hommes et des femmes et des cadres et des hommes politiques du Grand Nord qui se sont mobilisés pour dire que mes enfants, mes neveux ne restent pas à Libreville, vous êtes mes enfants, je fais des radiations, et parce que le ministère aussi a permis que ceux qui veulent aller voter chez eux, vous voyez, qui veulent aller voter chez eux, or ils vivent ici, très bien. Ils sont inscrits ici, mais ils peuvent avoir la possibilité d'aller voter chez eux. Chez eux. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Une dernière question avant de nous quitter à tous les deux. Justement, les éléments que vous relevez, comme l'appartenance à une région ou l'appartenance familiale, est-ce que ce sont ces critères-là aujourd'hui qui doivent encore prévaloir dans le choix des responsables politiques? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on arrive maintenant à progresser sur le plan de la mentalité pour que les gens arrivent à voter pour un candidat sur la base d'un programme concret? Le problème, il est complexe. Je vais répondre très sincèrement. C'est d'abord au niveau des partis politiques. Regardez bien quand les gens démissionnent d'un parti X. Mais si vous êtes militant d'un parti, au fond, c'est parce que vous suivez votre oncle, vous suivez votre mari, vous suivez votre soeur, vous suivez votre enfant. Mais il va sans dire que lorsque ce monsieur, votre enfant, votre mari, votre soeur, votre frère, quitte tel parti X pour intégrer un parti Y, vous le suivez. Est-ce que réellement vous êtes militant de ce parti parce que... La charge incombe donc aux partis politiques de pouvoir justement sensibiliser et éduquer leurs militants. Madame Marie-Claire Abogué, oui. Je veux rebondir. Est-ce qu'il faudrait encore tenir compte de ce type de critères comme l'appartenance familiale ou l'origine, ou bien tenir compte véritablement des projets proposés par les acteurs politiques? Mais les acteurs politiques, les projets qu'ils proposent, prenons les législatives ou les locales, ce sont des projets qui concernent le développement d'un territoire donné, d'une province, d'une localité donnée. D'accord? C'est bien, ce serait bien que ce soit les résidents et les natifs de cette localité-là qui aient à choisir leur candidat sur la base du programme. Parce que quand il y a un programme, il y a le critère d'appartenance. On a parlé des intérêts familiaux. Oui. Intérêts familiaux, ce n'est pas le lieu de naissance. Nous résidons presque tous à Libreville, mais nous sommes originaires de quelque part. Question simple, Madame Marie-Claire Abogué. Oui. Si on est originaire du Wellington, même si on passe 11 mois sur 12
à Libreville et qu'on a véritablement un projet pour le Wellington, un projet porteur pour sa circonscription électorale, est-ce que ça ne vient pas résoudre finalement la question? À savoir que, bon, dans ma région d'origine, je suis sensible aux difficultés de mes compatriotes qui y vivent et je viens proposer un projet qui va permettre de résoudre un certain nombre de difficultés et que c'est sur cette base-là que je devrais être élu. Je me porte candidate et je passe. Si la population me désigne, se reconnaît dans mon projet et en moi, d'accord? Mais dans cette population-là, étant native du coin, forcément, il y a la famille. Alors très bien, et précisons encore que là, il s'agit bien de, par exemple, des élections locales, parce que dans le cadre des élections législatives, on est élu national. Alors c'est déjà la fin de ce débat de 12-15. Hein? Merci beaucoup d'avoir accepté. Le découpage électoral, s'il est national, il faut le revoir. Très bien. Revoir le découpage électoral, nous le retenons. C'est déjà la fin de ce débat du 12-15. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions de Gabon 24. Ne manquez pas la grande édition d'information de 15h. Vous serez en compagnie de Sabrina Az Jennings Kouli Penda. Quant à moi, je vous dis à très vite.